Dans le cosmos qu'est le monde de la joaillerie, les sujets sont nombreux et divers comme autant de galaxies qui gravitent ensemble dans le système planétaire joaillier que J'aime Genève a construit. Ce salon devenu événement culturel offre à ses exposants comme à ses visiteurs un ensemble de sujets d'exploration autour de l'histoire du bijou, des savoir-faire ou des problématiques actuelles. Alors je les ai rassemblés dans un univers. Cette nouvelle saison, la 7e, du podcast thématique. Pour cette émission, je vous propose d'explorer une nouvelle nébuleuse, celle de la durabilité des gemmes, c'est-à-dire les différents moyens que le secteur joaillier met en œuvre pour garantir une exploitation juste des ressources, pour sécuriser la planète comme les moyens d'existence de chacun des acteurs. Aussi, je vous invite à entendre les gémologues suisses et françaises Chloé Picard et Marie Chabrol qui mettent leurs convictions en pratique, notamment à travers la jeune association Gémologie et Francophonie et la revue appelée J'aime. Bonjour Chloé. Bonjour Anne, bonjour Marie. Bonjour Marie. Bonjour Anne, bonjour Chloé. Première question toute simple. Qu'est-ce que c'est que la durabilité dans les gemmes ? C'est plein de choses en fait, parce qu'on peut attaquer le problème ou la question d'ailleurs par différents angles. Mais c'est peut-être se poser des questions déjà de pérennisation des matières. C'est se poser des questions sur la notion de durabilité, mais tenue dans le temps des matières. C'est aussi peut-être se poser des questions sur la temporalité de la disponibilité de ces mêmes matières et également sur comment on pérennise l'attrait, la curiosité et l'envie du consommateur, qu'il soit professionnel ou privé, pour ces mêmes matières. Nous, on parle de durabilité en français, sustainabilité ailleurs. Est-ce que ça veut dire la même chose pour tout le monde ? Je pense pas qu'il y ait une nomenclature unifiée pour l'instant. C'est vrai que c'est des définitions qui sont encore à trouver, à préciser. On parle de développement durable dans un process économique qui va finalement assurer un revenu pour tous, la continuité du business. Ça, on parle de durabilité là-dedans. On parle de durabilité dans la qualité des pierres, dans le fait qu'elles vont durer dans le temps de manière qualitative ou de leur valeur, encore une fois. Et on parle finalement de durabilité environnementale. Est-ce que le système économique dans lequel on se trouve et dans lequel la gémologie se trouve est durable au niveau des mines, au niveau de la pollution que ça implique, au niveau de l'énergie consommée pour fabriquer des synthèses ou les traitements? Ça aussi, c'est englobé dans la sustainability ou la durabilité. Donc il y a beaucoup de définitions qui se retrouvent dans ces deux termes. Alors, qu'est-ce qui est le plus compliqué à envisager, ou est-ce qu'il y aurait un truc qu'on pourrait résoudre là maintenant tout de suite ou pas dans ce sujet ? Si on prend les mines, quel est le problème par rapport à la durabilité des pierres ? Est-ce que c'est les conditions d'extraction ? Est-ce que c'est les conditions une fois qu'ils sont sortis de la mine jusqu'à un marché ? Est-ce que c'est les relations éco-responsables avec les habitants de là où il y a des mines ? C'est quoi le vrai problème ? Je crois qu'il y a un problème d'image auprès du grand public. La mine, dans l'imaginaire collectif, c'est un endroit abominable, sale, polluant et qui détruit l'environnement. Alors, quand une mine est en exploitation, oui, elle détruit l'environnement, c'est un fait. Il faut bien exploiter une mine, donc il faut creuser, faire des trous, faire des tranchées, faire des galeries. Bon. Maintenant, la mine, c'est plus germinal. Et ça, je pense que c'est important de le dire, même si, on est d'accord, il y a des niveaux dans l'extraction minière. Il y a de la mine artisanale, il y a de la mine artisanale plutôt sécurisée, il y a de la mine artisanale complètement en freestyle, très dangereuse. Il y a aussi de la mine industrielle où tout est hyper cadré. Il y a un travail d'image à faire sur ce domaine minier. Quand on explique ça, souvent on nous dit « bah oui, mais alors du coup vous êtes pro-mine ». C'est pas vrai, enfin en tout cas moi je me sens pas pro-mine par exemple, mais je pense qu'on peut pas dire que le domaine minier est totalement abominable.
parce qu'il a fait énormément de progrès au cours du XXe siècle et au cours, j'ai envie de dire, même des 30 dernières années ou même des 10-20 dernières années. Parce qu'il y a des lois qui passent, parce qu'il y a des lois environnementales, parce qu'il y a des normes, parce que ça évolue, parce qu'il y a des codes miniers qui s'écrivent et qui évoluent aussi dans les pays. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire en termes de communication pour que le grand public se rende compte que oui, tout n'est pas parfait, mais qu'il y a eu déjà beaucoup de choses de faites pour améliorer ce domaine minier. Et que les mines, c'est pas que des mines de pierre, c'est aussi des mines qui fournissent de la matière première pour construire des routes, pour construire des immeubles, et qu'en fait finalement cette production minérale, qu'elle soit pour le domaine du bijou, mais plus largement pour tout ce qui nous entoure, elle est nécessaire. Et qu'une mine, ça peut aussi se remettre en état, on peut intervenir après une extraction, on peut nettoyer un site, on peut réhabiliter un site. Ça se fait, il y a des mines actuellement qui sont en cours de réhabilitation, il y a des projets qui vont durer 4, 5, 6 ans, donc on sait le faire, ça se fait, ça existe. Il y a aussi effectivement des mines qu'on ne remet pas en état et c'est pas bien, mais ça existe parce que tout n'est pas parfait. Il faut, je pense, insister sur l'évolution de la réalité du domaine minier. Je pense que déjà, ça c'est quelque chose d'assez important en termes d'image. Moi, je me suis toujours posé une question. Personne ne se pose trop le problème de l'extraction de l'or. On pose surtout le problème de l'extraction des pierres et surtout du diamant, qui est pointé du doigt plus que les autres. On te dit, un jour les mines seront épuisées, et so what, quoi. Je veux dire, c'est pas essentiel à la vie pour moi. Alors pourquoi on pointe du doigt comme ça ? Simplement parce que Hollywood s'en est emparé. Il y a eu des films là-dessus, il y a eu des histoires très romancées sur ce qui a existé dans les années 90-2000. Ça a été dramatique pendant des années. Aujourd'hui, le diamant, c'est la matière première précieuse, mais la matière première la plus contrôlée au monde. Les mines artisanales non formalisées, elles n'existent pratiquement pas. C'est anecdotique aujourd'hui, les diamants qui sont non tracés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les documents nécessaires de sortie du pays quand c'est un brut ou l'endroit où ils sont préformés ou taillés. Aujourd'hui, le diamant, pour tout ce qui est, on ne peut pas parler d'éthique, mais tout ce qui est formalisant, c'est déjà acquis. Ce n'est pas une matière qui est complètement sortie de nulle part, perdue dans la nature aujourd'hui. Ça l'a été, ça ne l'est plus. Maintenant, on veut essayer de s'intéresser à l'or et aux pierres de couleur parce que là, des mines qui ne sont pas formalisées, il y en a plein. Quelque chose qu'on pourrait faire, peut-être pas en tant qu'individu, mais quasiment, ça serait finalement de favoriser des mines qui font partie de coopératives, parce que c'est de toute façon en communiquant et en se mettant ensemble qu'on arrive à être plus fort avec ou contre un gouvernement qui est fort ou pas fort dans les pays en développement et les pays des mines. Typiquement, ils sont en discussion, principalement sur le saphir au Madagascar, de pouvoir se mettre en coopérative ensemble et faire plier, grâce aux ONG, des lois du pays qui inciteraient les mines industrielles, pas forcément dans les gemmes, on parle aussi de charbon, on parle aussi de métaux précieux autres pour la technologie, qui eux seraient forcés de financer en partie les ONG sur place qui s'occupent des coopératives et de la population. Grâce à ces financements, ils vont pouvoir inciter les mineurs non formalisés de se mettre en coopérative et finalement réussir à survivre et à s'améliorer grâce aux ONG et avec leur population. Formaliser, ça veut dire créer une sorte de cercle vertueux en fait. C'est d'être légal dans le sens des codes miniers et de la loi du pays. Je reprends la conversation de tout à l'heure. Une mine artisanale, pendant longtemps, elle a été tolérée, mais pas illégale. Nous, en Europe, avec nos critères de code minier, ces mines artisanales-là vont devenir illégales. C'est pas le but. C'est pas le but de dire à ces miniers, maintenant vous n'avez plus le droit de creuser là, alors qu'ils le faisaient depuis bien avant qu'on ait cette discussion. Parfois, c'est quelques centaines d'années. Donc aujourd'hui, cette formalisation, elle doit permettre à ces miniers de continuer à travailler, de ne pas ralentir leur business et d'être légal dans leur pays. De pouvoir émettre des factures, de pouvoir s'occuper de leur retraite, de pouvoir s'occuper de leur famille, de leurs enfants qui sont autour. Et c'est ça, cette formalisation-là, elle est importante pour la déclaration des salaires, pour la protection des accidents, tout ce que nous, on connaît comme acquis dans les droits du travail, qui, eux, ne sont pas du tout gérés par le gouvernement. Le gouvernement n'a pas de loi encore très précise mise en place pour ces personnes-là, que ce soit dans l'or ou dans les pierres de couleur. Le diamant, un peu plus déjà. Et donc, pour prendre parti dans cette formalisation, j'imagine que les grands groupes qui, eux, achètent, ils doivent demander et avoir une exigence qui impacte
sur ce qu'on va demander de l'autre côté aux mines. Mais ils l'ont déjà en fait. Je pense que ce qui est important de dire, c'est que, comme on le disait, il y a déjà eu des évolutions très très importantes dans le secteur. Et le métier est devenu beaucoup plus administratif aussi qu'il ne l'était il y a 20-25 ans. Donc aujourd'hui, mais pour tout, il y a des factures, il y a des bons de livraison, on ne peut pas acheter sans les documents de douane, on ne peut pas faire tout ça. Donc encore une fois, ce qu'on disait déjà au départ, c'est-à-dire qu'il y a très certainement, et Chloé avait raison de rebondir quand elle disait que voilà, Hollywood s'était emparé du sujet, parce que il y a une démystification à faire sur la réalité administrative du métier, qui n'est pas juste on achète une pierre, elle passe comme ça une frontière un peu comme on veut parce que DiCaprio est dans un film. C'est des questions qui reviennent souvent dans la bouche de la jeune génération. Moi j'ai pris le parti à toutes mes classes de diffuser Blood Diamonds, mais de diffuser le film avec des explications. C'est-à-dire qu'on recontextualise le film avec des chiffres, avec des faits, avec des données, avec des articles. On montre le rapport de Global Witness qui a engendré le film sur l'Angola. On explique la situation géopolitique à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu un conflit en Angola? Pourquoi il y a eu un conflit en Sierra Leone? Factuellement, historiquement. Et on explique les choses. Et après, on dit, bah oui, ok, il y a DiCaprio, il est très beau, il joue très bien. Mais bon, une fois qu'on a gommé DiCaprio, l'histoire d'amour, machin, tout ça, il reste la réalité de la mise en place du Kimberley Process. Point. Et il y a quand même dans le film des choses qui sont vraies, qui expliquent ce qui s'est passé. Les choses, on ne les fait évoluer qu'avec de la pédagogie. Et je crois effectivement qu'il faut absolument démystifier tout ça, quoi. C'est-à-dire expliquer que quand on achète des pierres, il y a quand même... ok, il y a 20% de plaisir sur les pierres, mais enfin, il y a 80% d'administratif très lourd derrière. Beaucoup de documents de douane, de documents de transport, de documents de logistique. Et que tout ça, il faut les gérer, tous ces documents, en fait. Dans toutes les lois, est-ce qu'on peut faire un petit récap de tout ce qui protège? Malheureusement, c'est pas unifié par pays. C'est toujours la France a ses décrets, la Suisse en a des différents, en Europe en général. Après, on parle pas de l'Asie, des pays africains, des États-Unis. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien de unifié aujourd'hui. Ce que nous, on essaye de faire en Europe, ou en tout cas, je peux parler pour la Suisse, c'est de pas se mettre une balle dans le pied au niveau image. Parce que quand on va discuter avec des jeunes consommateurs de 20-25 ans aux États-Unis, pour eux, si c'est fait en Suisse, made in Switzerland, il y a quelque chose d'éthique qui est fait derrière. Pourquoi je paierais aussi cher si c'est pas bien fait? Ils ont cette image-là de propreté, que les choses sont bien faites, que c'est lissé. Ça doit être comme ça. Aujourd'hui, admettre que le chantier est incommensurable, ça serait se mettre une balle dans le pied pour ces nouveaux consommateurs. D'où la tentation de faire du greenwashing dans beaucoup de sujets différents, dont évidemment la joaillerie. Mais il faut faire très attention, parce qu'aujourd'hui, les labels, ça existe, ça parle à de plus en plus de jeunes. Si on veut cacher, je dirais, les choses et en dire le moins possible, aujourd'hui, c'est très très compliqué. Et au niveau administratif, et au niveau de ces labels, et au niveau des clients. Parce qu'on a aujourd'hui des preuves à donner, au moins d'une diligence responsable, même si on ne va pas arrêter le business, on ne va pas arrêter de se fournir chez une personne parce qu'il a du mal à prouver quoi que ce soit. On va l'inciter à le faire pendant 1 an, 2 ans. Et puis, si cette personne-là est complètement réfractaire à améliorer ses conditions de travail et à améliorer surtout la transparence de ses conditions de travail et de déclarer qu'il fait affaire avec telle et telle ONG qui prouve de manière externe que ces conditions sont respectées, eh ben, au final, on peut décider d'arrêter de faire du business avec lui. C'est une décision que chacun de nous, en tant que négociant ou joaillier, peut prendre. Si tu nous faisais, Marie, un petit résumé de ce qui a déjà été travaillé finalement avant qu'on parle de durabilité, mais qui servait à ça. Si on prend les choses de manière relativement factuelle, je pense qu'on peut avoir un instant T avec la Convention de Washington, la CITES, donc, qui n'est pas fondamentalement au départ ni pour les pierres ni pour le diamant, mais qui est déjà ne serait-ce que pour toutes les ressources issues du monde végétal et du monde animal. Donc à l'époque, dans le bijou, ça a concerné l'ivoire principalement, puisque c'était la base de ce texte. Puis ça, par extension, aujourd'hui, le corail, certains bois précieux, les cuirs pour les bracelets de montre, par exemple, enfin, plein de matières qui sont soumises à ces règles. La CITES, c'est extrêmement strict, c'est dur, c'est des permis d'importation, d'exportation, de réexportation. Enfin, c'est quand même tout un système administratif qui marche très très bien au demeurant et qui est donc appliqué dans tous les pays qui ont ratifié la CITES. Donc c'est pas quelque chose de franco-français, c'est international. Après, on peut citer éventuellement la Convention de Berne qui est toujours sur ce domaine-là. Voilà. Après, il y a quand même effectivement peut-être un gap
qui est fait en 2002 avec le décret en France, qui est quand même un texte juridique précurseur à l'époque où il sort, qui normalise beaucoup de choses en termes d'appellation et qui cadre pas mal ce qui doit être déclaré, ce qui ne doit pas l'être, ou comment ça doit être déclaré et comment les informations doivent être communiquées aux clients. De manière à normaliser le plus possible le secteur des pierres et des perles, au moins sur le territoire français. Après, il y a eu pas mal de choses qui sont aussi passées par de la communication, mais il y a eu des campagnes importantes sur l'or. Il y a l'arrivée du Fairmined, il y a l'arrivée du RJC, c'est 2005, je crois. Fairmined, il me semble que ça se développe dans la foulée, mais c'est aux alentours de 2009, si je dis pas de bêtises. C'est pour l'or, ça, c'est pour l'or. On a par exemple un texte, alors je ne sais plus exactement en termes de normalisation, mais sur les matières radioactives. Alors ça nous paraît complètement disproportionné par rapport aux bijoux, mais en fait, ça a permis de visualiser sur le marché les topazes bleus irradiés, qui sont majoritairement échauffés et irradiés, donc il fallait du coup les déclarer en douane, donc ça évite que passent des frontières des matières radioactives, donc qui peuvent être dangereuses. Après ça, on a effectivement le déploiement du RJC, Responsible Jewelry Council, donc l'idée c'est d'amener à plus de responsabilité sociale, sociétale et environnementale toute l'industrie du bijou, avec une échéance qui est donnée depuis longtemps, qui était 2030, horizon 2030. Ça peut nous paraître tardif. En même temps, ce genre de décisions, elles ne sont jamais à échelle de vie d'homme. Avec notre temporalité à nous, ça nous paraît long. En réalité, ce métier, si on regarde les 15 dernières années, mais il a tellement changé, tellement évolué dans ses pratiques, et il ne fait que changer et évoluer dans ses pratiques. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu du changement, c'est pas possible. Et le changement, il est plutôt ambiant, majoritairement. Tout le monde n'est pas toujours d'accord, tout le monde n'est pas d'accord forcément au même moment, mais on sent quand même qu'il y a une envie de vraiment se saisir de ces questions. Du coup, de faire évoluer aussi toutes les normes juridiques qui existent, alors qu'elles soient françaises, mais qu'elles soient européennes, voire même mondiales, de manière à ce que finalement l'industrie en général du bijou, elle s'entende sur une nomenclature, sur une manière de faire, sur un propos, et que finalement tout le monde se comprenne de manière internationale. Et en fait, on voit bien que ça marche plutôt bien, parce que quand on est dans un salon comme GEM Genève, par exemple, tout le monde parle la même langue. On se comprend. Qu'on soit un négociant indien, un négociant suisse, un négociant français, un négociant américain, finalement, on sent bien qu'il y a quelque part aussi une normalisation du discours, et que finalement, tout le monde parle la même langue. Donc c'est bien que l'évolution, même si la temporalité n'est pas toujours la même, elle existe, elle est là. Tout ce qu'on vient de voir, c'est ce qui sort des mines aujourd'hui. Alors, est-ce qu'un bijou ancien, avec des pierres anciennes, ça peut être durable ? C'est une question intéressante. C'est durable. On ne peut pas dénigrer que la réutilisation et l'anti-gaspi de ces matières-là, que ce soit avec de la retaille, avec de la refonte de l'or, de recertifier cet or-là qui est aujourd'hui réutilisé. Vraiment, il y a une masse de travail à faire avec ça qui est énorme. Il y a beaucoup de gens, des lapidaires qui se sont mis là-dedans. C'est une spécialité vraiment exclusive de la joaillerie et de l'horlogerie de retailler ces matières-là. C'est des matières qui parfois n'existent plus, des mines qui se sont taries de leur pierre. Donc ça, on essaye de rechercher ces matières-là qui peut-être à l'époque où il y en avait beaucoup, on a taillé ça pour le vendre rapidement, mais aujourd'hui on peut revaloriser cette matière. Il y a vraiment un signal de durabilité. Maintenant, ça rétribue plus les miniers et les populations minières. Ça perd cette durabilité dans ce sens-là. Donc il faut faire attention que si moi je décide d'utiliser que des matières recyclées, réutilisées, que ce soit pour mes vêtements ou pour n'importe quoi, finalement, la personne qui la fabrique, elle est déjà pas beaucoup rétribuée, mais elle le sera plus du tout si les gens arrêtent de consommer. Cette décision-là d'achat, elle doit être faite en connaissance de cause. Et par contre, si on sait que la matière première neuve a été extraite et traitée dans des bonnes conditions de travail, là tout de suite le choix il se fait beaucoup plus de manière durable, une question de prix, une question de ce qu'on aime, une question de style, une question d'histoire du bijou, qu'est-ce qu'on aime. Et là on va vers des côtés, des sentiments de nouveau qui nous font rêver. On n'est plus dans le côté danger, warning et puis contre des principes que nous on peut avoir, et par défaut, entre guillemets, on va choisir des bijoux plus anciens ou des bijoux réutilisés. Les deux sources peuvent se côtoyer et les deux sources peuvent être durables. Les entourages des mines, c'est eux qui sont atteints par ces décisions de consommation, pas nous directement. C'est pas moi qui vais perdre mon emploi en premier, ça va être 15 000 autres personnes ailleurs dans le monde avant. Si cette
consommation-là, elle change. Donc il faut juste le faire en connaissance de cause. Il y a un point sur lequel j'aimerais juste rebondir, c'est qu'on redécouvre depuis quelques années cette notion de réemploi dans le bijou. Mais en fait, on a toujours réemployé depuis longtemps. Si par exemple on regarde les choses factuellement dans les musées, s'il y a si peu par exemple de pièces, je sais pas moi, du 15e ou du 16e siècle dans les musées, c'est pas parce qu'elles n'ont pas survécu, enfin, en tout cas pas pour des questions de durabilité, mais elles n'ont pas survécu simplement parce qu'elles n'étaient plus à la mode. Et donc à un moment, quand c'est plus à la mode, le bijou, on le démonte, on le fond, on réutilise les pierres, on réutilise le métal et on fait autre chose. Et tous les jours dans les ateliers, que ce soit des ateliers ou de sous-traitance ou des grands ateliers ou des petites maisons plus dédiées directement à du client privé, on fond, on démonte, on coupe, on dessertit, on ressertit, on remet à la mode le bijou. Après, d'un point de vue marché, on se pose cette question simplement parce qu'il y a une réelle démocratisation du bijou depuis le début des années 2000. Alors ça a commencé dans les années 90 avec l'automatisation de la production, avec l'apparition de collections qui, par exemple, ont marqué l'histoire du bijou, comme les Must, par exemple, auprès de la maison Cartier. Cette industrialisation, cette production beaucoup plus importante qui a permis de démocratiser l'entrée dans le bijou, elle est passée aussi par une augmentation des volumes de production. Donc, pour produire plus, il fallait plus de ressources. Mais on n'a jamais cessé de réemployer et de modifier. Donc effectivement, là où la difficulté elle est, c'est que si d'un coup la production neuve baisse de manière trop importante, ça implique et ça impacte forcément l'approvisionnement et donc les pierres et les matières qu'on va chercher. Si on vend moins, on a moins besoin d'or, on a moins besoin de platine, on a peut-être moins besoin de diamants, moins besoin de pierres de couleur. Mais jamais dans ce métier, on ne cessera de démonter, fondre, refondre et refaire à partir de bijoux existants. Maintenant, c'est une voie qui existe et je pense qu'aujourd'hui, elle réapparaît sous un angle plus de communication. Mais en réalité, on n'a jamais cessé de faire ça. Tout à l'heure, vous avez expliqué que y a des mines qui sont quasi industrialisées et vous avez des mines coopératives qui ont l'air toutes petites. Est-ce que du coup elles produisent la même chose? Du genre, est-ce qu'elles sortent tous la pierre waouh, sachant que la pierre waouh, il n'y en a jamais beaucoup? Ou est-ce que du coup on pourrait classifier ça entre la mine coopérative qui fait de la pierre qui soit pour la petite joaillerie parce que de toute façon elle sera jamais qualité high Joël et donc celle-là il va falloir l'accompagner pour qu'elle disparaisse plus, et les grandes mines qui produisent de la plus qualité haute joaillerie qui de toute façon va être achetée par des groupes et là toute la paperasserie elle est rodée, j'allais dire. Je pense qu'on peut réfléchir comme ça pour la pierre de couleur. La pierre de couleur, aujourd'hui, il y a 2-3 très gros groupes miniers internationaux qui s'occupent d'exploiter différents pays dans les émeraudes, les rubis et les saphirs. Chez eux, le top qualité, ça représente 1% de leur production. Ils peuvent fonctionner en vendant de la très haute joaillerie à très petite quantité par rapport aux masses de matière qu'il faut sortir. Les petites entreprises informelles, elles ont pas une grosse quantité de pierres qu'elles sortent. C'est pas forcément de la très haute qualité, c'est même assez rare. Et c'est vrai que c'est ces matières-là de qualité un petit peu moins haute que la haute joaillerie qu'il faudrait aujourd'hui valoriser. Parce qu'il y a beaucoup de miniers, de coopératives minières qui ont de la matière, qui veulent vendre, qui font les choses bien, avec qui ils veulent travailler aux États-Unis, en Europe ou dans des endroits où il y a de la création. Dans les grosses villes africaines également, il y a beaucoup de designers là-bas qui sont aujourd'hui très, très influents. Et ça leur permettra de vivre. Ils ne peuvent pas vivre avec seulement le top qualité qui sortent, c'est trop rare. Donc c'est vrai que c'est ces matières-là qu'il va falloir retravailler. Les énormes compagnies minières, elles ne vivent non plus pas que sur les pierres de couleur. Elles ont aussi d'autres matières premières qu'elles exploitent, qui sont peut-être moins sélectes, mais qui payent, qui ont une rentabilité énorme. Tout à l'heure, on avait parlé de temporalité. Alors la temporalité, c'est quoi? Parce qu'en fait, déjà, une pierre, ça met, 3000 ans à se fonder. Alors est-ce que du coup, la temporalité, c'est ça? La temporalité, ça dépend à quelle échelle on la place. Ça peut être effectivement les millions, voire les milliards d'années qui ont permis la formation de certaines pierres. Donc le temps géologique, c'est clairement pas le temps humain. Ça peut être notre temps à nous,
qui du coup n'est pas forcément le temps juridique, ni le temps des grandes conventions, ni le temps politique. On peut simplement peut-être essayer de résumer la notion de temporalité sur quelle durée il faut pour faire quelque chose ou voir quelque chose s'accomplir. Voilà. Et à partir de là, on fixe le temps qu'on est prêt à attendre en fonction de l'importance de cette réalisation, du changement potentiel que ça apporte et de la nécessité du projet. L'équilibre doit se trouver entre urgence ou non-urgence de la réalisation. Et donc quand on a défini tout à l'heure la notion de durabilité, on a vu l'origine, on a vu le co-développement avec la localité, on a vu la traçabilité. Et je crois qu'on n'a pas vu la transmission. C'est quoi le problème de la transmission pour que ça soit durable ? Aujourd'hui, la transmission, c'est d'une génération à l'autre. C'est d'une génération minière à une autre, c'est une génération de joailliers à une autre. C'est des connaissances, des savoir-faire, des méthodes d'extraction, des connaissances du terrain qui aujourd'hui doivent être, c'est sûr, plus formelles, mais aussi de garder ça en bon état et fonctionnel pour la prochaine génération. On ne peut plus aujourd'hui se permettre de faire n'importe quoi en se disant les déchets et puis les mauvais côtés vont être rattrapés par personne en fait aujourd'hui. On s'en rend compte. Pour engager une démarche durable, la principale population et qui doit driver cette transition, c'est la prochaine génération, pour moi. Ça c'est sûr. Enfin, pour rebondir sur ce que dit Chloé, la transmission, elle passe par l'éducation, elle passe par la pédagogie en fait. On développe des outils pédagogiques, on développe des supports de pédagogie, on répète les choses, on fait évoluer cette pédagogie aussi au regard de l'évolution de la société. On n'enseigne pas, par exemple, sur la gémologie ou sur ces notions de durabilité en 2023 comme on enseignait sur ce sujet en 90 ou en 1900. Les questions ont évolué, je pense qu'elles ont toujours été là. Seulement, on ne les posait pas de la même manière, tout simplement, pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes urgences ou les mêmes envies. En fait, la notion de transmission, la notion de temporalité de la transmission, elle passe simplement par l'éducation, par le fait de parler de tout, posément, calmement, d'évoquer les sujets qui sont importants, de répondre aux questions des jeunes générations. Parce que un jeune de 20 ans, il se pose clairement pas les mêmes questions qu'une nana de 40 ans ou qu'un mec de 50. Enfin, un bijoutier va pas se poser les mêmes questions qu'un négociant en pierre, qu'un joaillier peut-être, qu'un négociant en bijoux anciens, qu'un auctionneur ou qu'un collectionneur par exemple. Donc tout le monde va avoir des demandes différentes. Puis du coup on répond à ces questions. Alors des fois on ne sait pas, on n'a pas la réponse. On a des idées mais on n'a pas la réponse. Des fois on a une réponse à apporter. Puis des fois on dit il y a ça qui se fait, ça marche pas trop mal. Donc il faut s'en inspirer pour essayer peut-être de construire un modèle un peu différent. Mais je crois sincèrement, peut-être là c'est effectivement le côté enseignant qui parle, j'ai vraiment foi dans la pédagogie, quoi. Je pense qu'on peut vraiment beaucoup faire passer par la pédagogie et par l'éducation et par la parole ou l'écriture. Tout ça doit se faire et se fait dans le calme, posément, y compris sur des sujets qui ne sont pas forcément évidents. Ce sujet-là, c'est pas un sujet simple à aborder, c'est pas un sujet sur lequel tout le monde est d'accord non plus, sur lequel on a toutes les réponses. Je pense qu'on a même quasiment très peu de réponses réellement. J'ai vraiment foi dans cette notion de discussion, de mettre des mots sur les choses, d'essayer de donner des définitions, en tout cas d'essayer de les construire, ces définitions, et dans le fait d'en parler, d'éduquer et de répéter, parce que plus on parle des choses, moins elles sont tabous, plus elles deviennent naturelles et plus on est en capacité de trouver des manières de faire, des manières d'aborder les choses et aussi de les faire évoluer ou de les faire s'ancrer dans le réel et dans le quotidien des pratiques professionnelles. La dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est la pérennisation de la matière. Et là, moi je comprends pas du tout le terme parce que en fait, une fois qu'on enlève le truc de la terre, elle est sortie. On peut pas la faire repousser. Non, mais pérenniser, c'est s'assurer déjà que la matière elle est durable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se dégrader, qu'elle ne va pas se modifier, qu'on va pouvoir la tailler sans difficulté et qu'on ne va pas la gâcher. Parce que c'est bien beau d'aller chercher une matière, mais si en fait on s'aperçoit que quand on la taille, elle ne survit pas, que quand on la monte en bijou, elle se casse, et qu'en plus, elle a 6 mois de vie une fois qu'elle est montée sur un bijou parce qu'en fait elle est trop fragile, est-ce que vraiment ça valait le coup d'aller la chercher ? La question se pose. Après, il y a des matières où
La temporalité, la pérennisation de la matière dans le temps, c'est simplement faire que, je sais pas moi, dans 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans, 6 siècles, la matière sera là. Quand on découvre une perle aux Émirats arabes dans des fouilles archéologiques il y a, je sais plus, 5 millénaires, je crois, c'est bien que la matière, elle a duré. Si elle a duré, c'est qu'elle est stable. En tout cas, elle est suffisamment stable pour durer autant de temps. Quand on voit des diamants qui ont été montés au XVIe siècle, il en existe. S'ils sont toujours là aujourd'hui, c'est parce qu'ils durent dans le temps. Cette matière, elle existe. Elle se pose, la question se pose bien sûr sur le bijou, mais elle se pose sur des bâtiments. Quand on restaure, je sais pas moi, une église qui a été construite en 1200 par exemple, elle est là. Donc elle est durable, cette église. Elle est là, il y a de la temporalité. On est capable de lui permettre de continuer à exister. On a des solutions de restauration, des solutions qui permettent scientifiquement de garantir à ces matières, à ces lieux, à ces objets, de durer dans le temps et d'être transmis à la génération d'après. Il y a aussi une question de mémoire dans tout ça. Pour les pierres, c'est pareil. Et parfois, pour que ça dure dans le temps, il faut mettre un peu de résine pour pas que ça change de couleur. C'est le cas des turquoises, par exemple. C'est pas grave de dire qu'on les stabilise. Juste, on les stabilise parce qu'elles deviennent vertes. Et que le client qui achète une turquoise bleue, il aimerait bien qu'elle reste bleue, par exemple. Il y a le cas des matières qui changent de couleur au soleil. Oui, c'est comme ça, c'est la nature, elle fait les choses très bien, mais parfois, elle les fait pas comme nous, l'homme, on aimerait qu'elle le soit. Du coup, est-ce qu'on prend la décision, oui ou pas, d'aller les monter en bijoux et de les commercialiser aussi? C'est ça en fait, s'assurer que la matière, elle a une vraie durée de vie et que c'est vraiment utile de l'utiliser. On m'a dit qu'on découvrait tous les jours des nouveaux minéraux, donc pour les découvrir, il faut bien qu'on cherche, dans le vide, et est-ce que du coup, ça s'oppose pas à la notion de durabilité ? Non, ça s'oppose pas parce que c'est des matières qu'on a trouvées qui sont des sujets de recherche. Et en découvrant tous ces minéraux, il peut y avoir énormément de minéraux entre deux extrêmes de composition chimique. Là-dedans, il existe des gemmes. Celles-ci, on les découvre pas tous les jours. C'est vraiment une chance, une recherche géologique, des éléments traces. Beaucoup de personnes sont mises à contribution pour retrouver ces espèces de gemmes. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça s'enclenche dans une durabilité parce que ça fait travailler du monde. Ça fait travailler des miniers, ça permet à des populations de vivre, ça permet à des populations de se développer, à des régions de s'enrichir. Alors forcément, ça se met dans une durabilité, même s'il s'agit d'exploiter une matière première. Ces notions de durabilité, elles sont volatiles. Si on parle d'humain, si on parle de planète, si on parle de science, c'est très complexe de définir si quelque chose est durable ou non. Je crois qu'il y a une grosse part de hasard aussi. La plupart du temps, on ne les cherche pas, les nouvelles matières. On les trouve parce qu'on cherchait complètement autre chose à côté. Soit on décide, d'exploiter une mine de cuivre. Et puis dans la mine de cuivre, on va trouver des choses très jolies, bleues, roses, vertes. Puis c'est parce qu'il y a de l'altération, parce qu'il y a de la géochimie, parce qu'il y a de la géologie derrière et qu'il y a des choses jolies dans la mine de cuivre. Mais au départ, on va chercher du cuivre, on va chercher du manganèse ou on va chercher du tantale. Donc on ne les cherche pas automatiquement. Et puis... Chloé a raison, tout à l'heure elle disait c'est le hasard et c'est aussi la vie de la recherche, mais la grande majorité des découvertes c'est fortuit, c'est le hasard, c'est une erreur, on a creusé, on cherchait quelque chose et on est tombé sur autre chose. Après, est-ce qu'on décide d'exploiter, pas exploiter, est-ce que la matière est disponible, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'elle est solide, est-ce qu'on peut en faire quelque chose, est-ce qu'on la connaît, parce que peut-être qu'on la connaît pas et qu'il faut déjà la documenter. Tout ça c'est des choses qui vont s'enclencher, qui vont faire que peut-être on va voir apparaître une nouvelle matière sur du bijou, mais peut-être qu'entre le moment où elle va apparaître, il se sera peut-être passé 10 ans depuis qu'on l'a découverte. Peut-être qu'elle apparaîtra jamais parce que personne s'en emparera, ou peut-être que d'un coup, pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans ou plus, elle aura été dans des musées, chez des collectionneurs, chez des gens qui aiment bien les cailloux. Et puis d'un coup, un designer va découvrir ça, au hasard d'une visite, au hasard d'un livre, d'une publication, puis se dire tiens, en fait, ça me plaît bien cette matière, je vais essayer de faire quelque chose avec, et puis peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, peut-être ça lancera une tendance ou pas, on ne sait pas. Mais c'est aussi ça qui est intéressant dans la notion de durabilité, c'est aussi la part de hasard qui enclenche des choses et qui fait que on voit apparaître des nouvelles formes de consommation dans l'industrie. Est-ce qu'il y a un autre problème par rapport à la durabilité ? Parce que est-ce que tu crois que c'est une mode ? Ou est-ce que tu crois que ça fait partie de toute façon d'un mouvement d'ensemble et donc
toute cette prise de conscience, c'est pas du greenwashing, c'est vraiment une prise de conscience que même si c'est pas à notre échelle humaine parce qu'on sera mort avant les gros problèmes, il faut faire attention pour les générations futures, que ce soit les exploitants, que ce soit ceux qui portent les gemmes, que ce soit ceux qui vendent les gemmes, que ce soit les populations autour des mines, les populations autour des mines qui savent pas encore qu'il y a des mines, tout ça. Je crois qu'il y a quand même un mouvement de fond, enfin je le vois en tout cas à l'école par exemple, quand on discute simplement avec je vais dire jeunes générations, c'est-à-dire des jeunes du métier qui ont entre 18 et 25 ans à peu près, c'est des questions qui les touchent. Nous, en cours, il n'y a pas une journée où on ne nous pose pas une question sur ce sujet. Donc, il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose parce qu'il y a d'autres industries autour qui se sont emparées du sujet. Je fais souvent, alors peut-être à tort, mais des parallèles avec l'industrie alimentaire. Ça ne s'est pas fait forcément de manière simple, d'avoir des étiquettes sur les paquets de gâteaux industriels et les ingrédients classés par ordre d'apparition. Si le premier ingrédient c'est de l'eau ou du sucre, c'est parce que c'est l'ingrédient majoritaire de ce que vous achetez. Bon, du coup, si on en est ça dans le domaine alimentaire, avec des Nutri-Score, des choses qui nous renseignent sur ce qu'on mange, s'il y a des étiquettes dans les vêtements pour nous dire où, quoi, comment, ça s'est fait parce qu'à un moment, il y a eu des prises de décision sur le fait de faire mieux les choses. Pas parfaitement, mieux. C'est ça en fait. Dans le domaine alimentaire, on voit bien que la grande majorité des consommateurs quand même, ils ont envie de savoir d'où vient leur salade et leurs tomates. Si des industriels s'emparent de ces questions dans des publicités, en se posant la question de savoir si le E265 est un ingrédient naturel dans la soupe, c'est bien parce qu'à un moment, s'ils en parlent au grand public sous cette forme-là, c'est parce qu'il y a des questions de consommateurs derrière. Donc, dans le domaine du bijou, c'est la même chose. C'est une industrie qui évolue, qui avance, qui prend des décisions, qui se construit en continu, parce qu'on est toujours sur de la construction, et qui fait avancer ses pratiques et ses modes de fonctionnement. Et donc, est-ce que c'est pour ça que vous avez fondé Gémologie et Francophonie ? C'est une des raisons en fait. Là, on revient sur la pérennisation et le transfert d'informations. Ce sont des notions qui sont encore très rares dans les formations de gémologie, qui existent depuis très longtemps chez les négociants. Les gens qui se mettent dans le métier aujourd'hui, ils doivent être sensibles à ça et ils doivent avoir des outils. Comment faire ? Il doit avoir des ça peut paraître idiot, mais une nomenclature unifiée. De quoi on parle quand on parle de durabilité ? C'est quoi les actes qu'on peut faire, légaux ou simplement volontaires, pour essayer de faire mieux les choses, pour que le business fonctionne, pour que tout le monde travaille, que finalement cette économie-là qu'on a choisie, peut-être plus belle que les autres, parce que les pierres, c'est des belles choses, soit finalement durable, arrive à rester durable, pérenne, et à réussir ce terme qu'on utilise beaucoup de sustainable, de comment on peut soutenir cette économie-là pour que tout le monde en vive. Ça paraît tellement évident, mais aujourd'hui, on manque d'outils. Pour que Gémologie et Francophonie soient durables, comment on fait pour les rejoindre ? Il faut se connecter sur nos réseaux. On est en plein développement. C'est une association qui est très jeune. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur une revue Gémologie et Francophonie, la revue GEM, qui a eu déjà un gros succès pour la première édition. Les événements qu'on fait à GEM Genève. Cette année, ça va être vraiment centré sur les membres, qu'est-ce qu'on va faire pour eux, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, comment est-ce qu'ils viennent nous rejoindre. Il faut nous suivre sur les réseaux et on va mettre au courant tout le monde très bientôt. Alors, si j'ai bien compris, la durabilité, c'est aussi avoir beaucoup de bonne volonté. Et donc, pour rejoindre Gémologie et Francophonie, il faut une bonne volonté ? Beaucoup de bonne volonté. Chloé parlait des réseaux sociaux, donc effectivement, on peut retrouver l'association sur Facebook et sur LinkedIn. Mais la grosse échéance qui arrive pour nous, c'est le 2e numéro de la revue GEM, sur lequel on est en train de travailler tous ensemble. Et donc, la sortie est prévue fin septembre. Voilà, pour proposer un 2e numéro aussi qualitatif et aussi beau que le premier qui est sorti au mois de mars. Je vous souhaite une Gémologie et Francophonie durable. Et avec les auditeurs, on va attendre toutes vos recommandations pour faire de la joaillerie un milieu beaucoup plus durable. Merci Chloé. Merci Anne. Merci Marie. Merci Anne, merci Chloé. Merci d'avoir écouté ce 3e épisode des Univers de GEM Genève. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la 4e émission, un moment privilégié de découverte et d'information sur la joaillerie pour patienter jusqu'à la prochaine édition du salon. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche.
Les semaines prochaines, je vous retrouverai en alternance sur le podcast Brillante et le podcast Le Bijou comme un bisou. Faites-moi plaisir, abonnez-vous et soutenez le podcast en mettant des avis, des pouces, des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. À tout bientôt.